J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, j'aime pas les journalistes, j'aime pas répondre aux questions. Ça me gonfle, ok ? J'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se reprenne. Aujourd'hui, Du Biscuit se penche sur les outils préférés de certains de nos invités spécialistes de l'éducation aux médias et à l'information. Bonjour Martin. Salut Rémi. Nous avons passé une saison à étudier les pratiques de spécialistes de l'EMI, à chercher leur motivation, à comprendre leur manière de travailler et à scruter leurs projets. Aujourd'hui, on voulait dans Du Biscuit revenir sur quelques-uns de ces outils qu'ils nous ont présentés. Oui, et le choix est difficile. Avec la plupart de nos invités, nous avons discuté d'outils, de ressources, parfois des difficultés à en trouver ou des adaptations nécessaires et des innovations très pratiques que l'on pourrait imaginer. On commence avec un outil emprunté à l'éducation populaire par Sherazade Chekaïk, journaliste du collectif La Friche. L'idée, c'est de faire une frise chronologique de dates avec un point de départ et puis jusqu'à aujourd'hui. Et on découpe notre frise historique en plusieurs temps, selon ce qu'on veut faire émerger comme discussion. On a un premier temps où on va chacun aller mettre en face des dates qui nous interpellent un événement historique qui nous a marqué fort. Un deuxième niveau où on va aller mettre en face de certaines dates des événements intimes de notre histoire personnelle. Et un troisième niveau qui est très variable, sur lequel nous, par exemple, en EMI, en éducation aux médias, on met un récit, un événement médiatique fort qui fait écho à une date qu'on choisit. Et en mettant ces trois niveaux en relation, quand on débriefe ça avec les gens, on se rend compte que en fait, d'abord, on a tous une histoire personnelle qui peut être liée à l'histoire, à la fois la grande histoire et l'histoire médiatique. Et du coup, on essaie de faire dialoguer un peu ces trois niveaux pour faire sortir aussi, qu'il y ait une prise de conscience déjà sur l'importance de nos histoires individuelles et pour aussi trouver des idées de choses à se raconter, justement sur l'idée que en fait toutes les histoires peuvent avoir un intérêt, peuvent être racontées et qu'on peut essayer d'imaginer ensemble comment les faire vivre pour les diffuser aussi le plus largement possible. Petite histoire, grande histoire, c'est un outil qui vient de l'éducation populaire. Qu'est-ce que cette éducation populaire peut apporter à nos pratiques de l'EMI, Martin ? Elle peut apporter beaucoup et elle apporte déjà beaucoup, parce que l'éducation populaire, ça permet de connaître comment les citoyens peuvent s'organiser collectivement pour mener des actions, pour réfléchir. Et les journalistes devraient bien s'en emparer de cette éducation populaire, de certains de ces outils, de ces manières de faire. Il y a toujours des éducateurs, des animateurs qui peuvent nous être utiles. Moi, je sais que j'utilise très souvent ce que j'ai appris au BAFA lorsque je faisais des colonies de vacances, mais tout simplement pour gérer un groupe, pour prendre en main une classe, pour avoir des choses qui vont comme ça prendre quelques minutes, mais une petite activité qui va permettre de mieux se connaître ou d'autres choses. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Regardez tout ce qui se passe de ce côté-là, de l'éducation populaire, des CMEA, de la Ligue de l'enseignement, des Francas, plein de bonnes idées. Alors pour créer un débat et développer l'esprit critique, il faut également savoir accrocher son auditoire, mais aussi savoir briser la glace. Commençons par briser la glace avec quelques petits jeux de connaissances. Oui, alors c'est pas des petits jeux cons, je sais pas si certains connaissent cette expression, c'est des petits jeux qui servent à rien, mais là c'est des jeux qu'on peut pratiquer à deux, en groupe. Il y a le jeu de l'interview croisée, du portrait croisé, qu'on soit à deux ou à plusieurs. Ça permet de créer un climat de confiance, de mieux se connaître. Et puis bien sûr, derrière, il faudra toujours trouver des questions, commencer à provoquer le débat sur les questions de consommation des médias, quels médias on écoute, quels médias on regarde, à quel moment, par quels moyens, tout ça, c'est des choses, si on va pas poser les questions directement au public, eh bien, on va pas vraiment le savoir parce qu'on a chacun une consommation des médias qui est intime et personnelle. Il existe aussi des ressources pour prendre la parole. Oui, on peut utiliser des images pour provoquer la discussion, des jeux de dés avec des mots, des actions à faire. Il y a des cartes aussi issues de certains jeux de société avec des histoires. On peut composer ces histoires. Moi, j'utilise parfois
des simples phrases un peu compliquées à dire, mais pour travailler la diction. Comme ça, on commence à mieux comprendre qu'il ne faut pas forcément parler trop vite, mais plutôt bien comprendre ce que l'on dit. L'improvisation aussi, ça se travaille avec tous les jeux qui viennent du théâtre. Les comédiens peuvent nous apporter beaucoup pour aider à prendre la parole, pour aider à modérer la parole, à gérer son temps de parole. Et pour accrocher et captiver son auditoire, comment on peut faire, Martin ? Alors ça, c'est pas toujours facile, hein. On arrive dans un atelier, on connaît pas forcément le public. En tout cas, ça peut être difficile. Il y a pas mal de petites accroches qu'on peut utiliser qui sont tout simplement des ressources en ligne qu'on va trouver sur la plateforme Lumni ou sur Internet, hein. Toutes ces petites vidéos dont on vous a parlé dans la saison du biscuit, on peut les utiliser. Il faut utiliser des vidéos courtes, pas trop longues, qui vont reprendre la thématique de la séance. Ça permet, pour ceux déjà qui maîtrisent pas forcément très bien ce point particulier, eh bien de s'abriter derrière ces vidéos qui sont bien faites. Et puis après, ça permet aussi à tous les participants de comprendre, d'avoir la même base. On a posé le cadre, que ça soit sur des sujets comme la hiérarchie de l'info, la loi de proximité, des vidéos de making-of d'émissions. Il y a de plus en plus de radios qui filment l'arrière, le travail des techniciens, les plateaux, etc. Donc tout ça, ça peut être intéressant. 4-5 minutes pour se remettre à niveau avec les clés des médias, par exemple, ou la collab de l'info. Ça, ce sont des très bonnes ressources à utiliser pour des accroches. Des ressources que Carole Pujol, journaliste de France Télévisions spécialisée dans l'éducation aux médias et à l'information, utilise souvent. J'aime bien les observateurs de France 24, j'aime bien le vrai ou faux de France Info, et j'aime bien de temps en temps aussi regarder toutes les initiatives autres. Il y a des youtubeurs notamment qui font aussi du très très bon boulot à ce niveau-là. Il faut négliger aucune source en fait. Et oui, et pour retrouver le nom de ce youtubeur et bien d'autres, on a consulté l'inventaire des 350 chaînes YouTube culturelles et scientifiques francophones réalisé par Mathilde Hutin, linguiste doctorante de l'Université Paris 8, pour le compte du ministère de la Culture. Alors on hésite un peu entre défécator, hygiène mentale, la tronche en biais, en tout cas 3 références qu'on peut aller consulter sans problème. Il y en a encore 347 autres, en plus c'est trié par thématique de super chaîne YouTube, un super travail. Et à côté de toutes ces ressources vidéo qui peuvent nous former, nous informer, changer nos pratiques, il y a aussi des outils mis en place par les médias. Oui, on vient de le voir avec les modules vidéo qui ont été proposés par les observateurs. On sait que France Télévisions, Radio France ont collaboré pour des vidéos comme les clés des médias. L'AFP, l'agence France Presse, elle aussi va régulièrement mettre des vidéos sur le mode vrai du faux, hein, des vidéos en ligne. On va pouvoir s'en servir grâce à son service AFP Factuel. Alors, on l'a déjà vu dans notre podcast, il y a plein de solutions. Radio France a monté son appli France Info Junior pour faire son propre flash info. Le Monde, lui, a développé le Décodex, comme nous l'explique la journaliste Delphine Roucotte, membre de l'association Entre les lignes qui regroupe des journalistes de l'AFP et du Monde. Le Décodex, c'est un outil de recherche qui a été développé par les journalistes des Décodeurs, qui est un pôle du monde.fr. Et c'est un outil qui permet de tester la fiabilité des sites internet que vous rencontrez dans vos navigations. Donc c'est pas pour dire du tout tel média est bon, tel média est pas bon, il ne s'agit pas de ça, mais seulement de dire il y a certains médias qui ont démontré le fait que leurs informations étaient fiables et recoupées et que donc on pouvait s'y fier pour construire une réflexion, et que d'autres médias ont démontré, de par leur histoire, qu'ils diffusaient des informations qui n'étaient pas recoupées, qui n'étaient pas avérées, parfois que c'était des fausses informations avérées, et que à ce moment-là, ça disqualifie de base leur discours et qu'on ne peut pas se baser là-dessus pour construire une réflexion. Il y a plusieurs manières d'aborder le Décodex. La première manière, la plus simple peut-être, est d'aller sur le site du Monde, de taper Décodex et d'arriver sur la page du Décodex. Une fois que vous y êtes, vous rentrez l'URL du média que vous voulez interroger et vous aurez une petite notice qui vous expliquera le niveau de fiabilité de ce site a priori. Vous pouvez aussi installer des extensions sur Chrome et sur Firefox. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous vous rendrez sur un site qui a été référencé par le moteur du Décodex, il y aura un pop-up qui vous signalera si ce site est considéré comme fiable, comme moins fiable, ou voire parodique, puisque dans la galaxie des fausses informations, on se retrouve souvent face aux sites parodiques. Il y a également des spécialistes de la création d'outils comme le Clémy ou Canopé.
Oui, il y a le Clémy qui est spécialiste dans l'éducation aux médias et à l'information, Canopé dans les ressources pédagogiques. Alors depuis qu'ils sont rassemblés sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, on a accès à plein d'outils. Bon, parfois, il y en a un petit peu trop, c'est compliqué de s'y retrouver. Alors justement, parmi toutes ces ressources, est-ce que tu pourrais en sélectionner quelques-unes ? Oui, alors faut surtout faire ses propres choix. Ça veut dire essayer certains outils, expérimenter. Si ça marche, tant mieux, on les conserve. Si ça marche pas, on passe à autre chose. C'est pas fait pour nous, c'est pas fait pour notre public, on n'a pas le matériel, etc. Pour le Clémy, j'ai choisi 3 regards pour voir. Et ça permet de travailler la photo de presse avec, sur une photo, différents interlocuteurs qui vont nous parler d'angle, de point de vue, de cadre, etc. Et Estelle Faure, journaliste à France Info, elle travaille pour France Info Junior, nous présente le dispositif Classe Investigation. Je pense aussi à Classe Investigation, qui est un outil qui a été créé par le Clémy, auquel j'ai un petit peu participé aussi. Et le but, en fait, c'est de faire comme un genre d'escape game, en fait, de l'information pour mettre les élèves en situation, leur apprendre comment on vérifie une information. Donc, ils ont différentes sources, ils doivent identifier est-ce que c'est la bonne ou pas. Recouper une information, en fait, qui est vraiment la base du métier de journaliste et la base aussi, on va dire, de la meilleure arme pour se forger aussi un esprit critique. Et c'est vraiment un jeu qui est là pour que l'élève soit actif. Et ça, je pense que c'est important aussi qu'ils puissent, qu'on fasse pas des cours magistraux, qu'il y ait un petit peu d'action pour les intéresser et pour qu'ils s'impriment aussi. Et on continue avec les jeux de société ou les jeux sérieux. Oui, alors édité par Canopé, on en parlait tout à l'heure, il y a le jeu de société Médiasphère, on en a parlé dans Du Biscuit, Rémi, on pourra aller se concentrer sur cet épisode-là. Et Médiasphère, ça permet de parler d'identité numérique, de données personnelles. Alors, on peut trouver aussi en ligne des jeux sérieux qui vont parler d'éducation aux médias et à l'information, notamment en passant par le réseau Ludus de l'Académie de Caen ou alors par les ressources pédagogiques de l'Académie de Montpellier. Allez voir sur leur site, il y aura Chasseur d'infos qu'on peut utiliser, d'attaque sur les données personnelles ou encore Bad News, un jeu que j'ai découvert grâce au service civique qui m'ont montré ça, où on va voir la progression du nombre de votre popularité, le nombre de likes. Est-ce que vous préférez être célèbre en racontant quelques saucisses ou est-ce que vous préférez être sérieux et journaliste? Pour certains, ils ont déjà choisi, il n'y a pas de doute. Enfin, il y a des concours, des opérations spéciales lancées par les Clémy ou par les médias et il faut être attentif à ça. Oui, c'est vrai, Rémi, il y en a pas mal. Il faut vraiment surveiller parce que c'est souvent à destination des groupes scolaires, mais je pense que les médiathèques peuvent aussi demander à participer, les maisons de quartier aussi. Jean-Emmanuel Dumoulin évoque pour nous l'une de ces multiples opérations menées par le Clémy. Je pense en particulier en ce moment à l'opération Graines de reporters scientifiques qui est fait en partenariat avec l'association Tara Océan. Donc le but du jeu en fait ça s'adresse à des collégiens et des lycéens et c'est de mettre ces élèves en situation de médiateurs scientifiques, c'est-à-dire que avec le Clémy, ils vont produire des vidéos pour produire un discours scientifique sur les enjeux climatiques et sur le lien entre les océans et le climat. Voilà. Donc forcément quand des enseignants de sciences en particulier voient ça, ils se disent en fait c'est complètement ce que je fais aussi. C'est une formation à l'esprit critique, c'est une formation aux médias, donc on retrouve bien les deux éléments dont on parle et ça invite à vouloir faire ce genre de choses qui sont remarquables et qui laissent un souvenir impérissable aux différents acteurs, que ce soit les élèves ou les enseignants. Et enfin, nous allons voir avec toi d'autres ressources qui te semblent indispensables pour parfaire notre connaissance des médias, du journalisme et de la pédagogie dans l'EMI, en commençant par la critique des médias. Oui Rémi, vous pouvez vous diriger sans souci les yeux fermés vers le site d'Acrimed qui va pratiquer la critique des médias, le site de l'émission Arrêt sur image de Daniel Schneiderman, les activités des pieds dans le PAF et puis également la rubrique critique des médias du monde diplomatique. Tu as également sélectionné des outils pour comprendre le monde étrange du journalisme. Oui, alors il y a quelques chiffres, vous pouvez vous référer à la commission de la carte presse. Vous avez également, on en a déjà parlé dans Du Biscuit, cette base de données sur les métiers de la presse, datamétiers-presse.org. Il y a également quelques chartes. Oui, il faut bien connaître quand même la déontologie journalistique. Donc si vous n'avez pas d'idée, allez voir sur le site du SNJ, on va retrouver les 3 ou 4 chartes indispensables au métier du journaliste. Et puis quelques schémas, le circuit de l'information qu'on retrouve sur l'AFP, 24 heures dans une rédaction. Là, on a là aussi, on en a parlé dans Du Biscuit, mais un certain nombre d'informations pour comprendre ce monde un peu compliqué qu'est le monde du journalisme.
Et enfin, Martin, tu voulais terminer en évoquant un outil que tu as adapté à l'éducation aux médias et à l'information. Oui, c'est un outil qui vient du monde des sciences de l'éducation. C'est un simple jeu de photos, un kit d'images libre de droit. Je les ai simplement imprimés, fait plastifier et en fait, ça permet à chaque fois de commencer le débat, d'accrocher. Je dispose les photos, les images sur une table et en fonction de la thématique du sujet, je demande aux participants d'en prendre une, de nous expliquer d'abord ce qu'ils ont à l'image, comment ils peuvent la décrire et puis ensuite pourquoi ça peut répondre à notre problématique du jour. Là, si on devait parler du biscuit, eh bien, j'aurais peut-être choisi cette image avec les fils barbelés qui surmontent un mur en disant que ça nous apparaissait comme un obstacle infranchissable de faire 30 épisodes du biscuit comme ça en très peu de temps. Et pourtant, on a réussi. On recueillera également vos commentaires si vous avez envie de nous critiquer. Il n'y a pas de souci pour nous dire si on a bien réussi. Mais voilà, c'était un petit outil perso. Merci Martin pour tous ces outils. On vous invite à réécouter cet épisode parce qu'il y en avait beaucoup. Ouais, il faut une grosse boîte à outils. Et on en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez retrouver tous les autres épisodes du Biscuit sur le site lechantier.radio. Martin, on se retrouve très vite. À bientôt Rémi. Et à bientôt. Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast. Avant de vous quitter, je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.